Gauthier Orphelin, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes donc le porte-parole de la campagne présidentielle de Yannick Jadot. Le président de la République a parlé hier soir. Avez-vous entendu un président en fin de quinquennat ou un candidat en début de campagne ? Ou le et en même temps peut-être ? Clairement un candidat en début de campagne, mais c'est vrai que ce mélange des genres que tout le monde a vu, le président convoque les Français et les Françaises pour 27 minutes sur le sujet du Covid, et en fait se retrouve à parler quelques secondes ou quelques minutes du Covid, et l'essentiel de l'allocution, c'est le bilan de son quinquennat et l'annonce de ses premières mesures pour sa campagne présidentielle. C'est un mélange des genres qui était tout simplement pas acceptable. C'est la 5e République un petit peu. Ouais, mais là, écoutez, c'est vraiment détourner les règles du débat démocratique. Il aurait mieux fait de préciser les choses. Mais surtout, voilà, sur toutes les télés, sur tout ça, les Français qui s'attendaient à des annonces sur le Covid, à la situation sanitaire, on se retrouve avec des EPR, les chômeurs qui sont méchants et qui sont fainéants, etc., etc. On va en parler, mais par exemple, sur la Covid, il y a quand même le pass sanitaire pour les plus de 65 ans, conditionné à la 3e dose. C'était une annonce. C'est normal, il faut protéger les Français, ou c'est excessif contre les libertés ? Les études, et notamment en situation réelle sur la 3e dose, montrent que c'est un atout sanitaire pour les plus de 65 ans, pour les personnes les plus fragiles. Donc oui, il faut mettre le paquet sur la vaccination et sur la 3e dose. Le lier au pass sanitaire, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut vraiment faire acte de plus de communication, d'échange, de dialogue avec les Français et les Françaises pour que le gouvernement ne recommence pas les erreurs du passé et tous ces problèmes qu'il y a eu sur l'acceptation d'un certain nombre de mesures. Quelle est la position des écologistes sur la vaccination éventuelle des moins de 12 ans ? Le débat n'est pas encore tranché par les scientifiques, en tout cas, et on voit d'ailleurs que ça entraîne d'un pays à l'autre des différences. Pour l'instant, ce qui nous semble plus important, c'est de favoriser la vaccination, les 10% de Français en âge de se faire vacciner et qui ne sont pas encore vaccinés, ni en première dose, et puis ce rappel pour les plus de 65 et les personnes les plus fragiles. Le Conseil constitutionnel hier a annoncé qu'il refusait l'accès au carnet de vaccination des enfants par les chefs d'établissement. Vous vous en réjouissez ou c'est dommage parce qu'on pouvait faire confiance à ces proviseurs pour pas violer ce écoutez, médical ? Il y a eu, de toute façon, les décisions du Conseil constitutionnel, par nature, ça ne se commande pas, mais je crois que c'est bien, ça encadre le dispositif. Et là, sur la prolongation de l'état d'urgence et du pass sanitaire jusqu'à juillet 2022, le gouvernement a gagné. Mais nous avons fait une saisine du Conseil constitutionnel qui a été déposée hier, donc 80 députés. Il y aura de nouveau une étude pour voir, vous réclamez quoi ? Que le Parlement puisse redire son mot dans l'hiver ? Oui, parce que le Parlement, c'est le contrôle démocratique et que ça nous semble pas normal et pas acceptable qu'un président, tout seul, décide dans son bureau de pouvoir prolonger jusqu'à fin juillet 2022 le pass, l'état d'urgence. C'est qui le prochain président ? On ne le sait pas encore. Imaginez que ce soit quelqu'un qui ait des tendances totalitaires, par exemple. Le contrôle du gouvernement, le contrôle de l'action du gouvernement, c'est juste le respect de notre démocratie. C'est la base de notre démocratie. Alors vous le disiez, le président a parlé aussi économie. Hier, il s'est réjoui. Croissance forte, chômage bas. Lui, reconnaissez-vous ce succès ? Il se réjouit de la bonne santé économique, tant mieux. Mais enfin, ce qu'il oublie complètement, c'est qu'il y a plein de Français et de Françaises qui ont plus de difficultés en sortie de Covid, notamment parmi les jeunes. Moi, à Angers, un bénéficiaire sur 2 en plus de l'aide alimentaire, c'est un moins de 30 ans. Il y a des étudiants qui arrivent pas tout simplement, qui arrêtent leurs études parce qu'ils n'arrivent pas à se loger, à manger. Et il ne tient pas compte de cette précarité renforcée d'un certain nombre de Français. Bien sûr, il y en a plein qui vont bien, et tant mieux. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est de toujours chercher à embellir, à parler qu'en chiffres moyens, et à pas voir la réalité de celles et ceux qui galèrent le plus. Alors face à cette précarité, il a mis la solution. Le travail. On a des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Pour ces jeunes-là, c'est peut-être la solution. Non, c'est pas toujours la solution, parce que par exemple, quand vous êtes la principale cause d'échec des études aujourd'hui en France, c'est d'avoir un petit travail à côté pour financer ces études. Il y a plein d'autres pays européens où on aide massivement les étudiants pour faire leurs études. C'est quand même ça la clé d'un emploi durable. Et aujourd'hui, on voit bien le discours de dire ceux qui veulent travailler, il y a plein de boulot. Mais si vous travaillez 20, 30 heures par semaine, c'est hyper plus dur de réussir ces études. Et puis, là aussi, moi, j'ai été assez choqué dans son intervention hier quand il dit on va encore plus contrôler les chômeurs. Contrôler les chômeurs. Mais c'est pas des délinquants, les chômeurs. C'est pas des fainéants. C'est pas des gens qui se complaisent dans le chômage. C'est des gens qui ont des difficultés à se réinsérer. Et moi, j'ai été frappé hier qu'ils fassent des chômeurs
voilà, ces fainéants qui profitent du système et qui l'assument ça. C'était simplement un rappel à la règle, c'est-à-dire si on cherche pas activement un emploi, on est radié. Bon, il y aura peut-être un peu plus de discipline, mais c'est aussi peut-être simplement une incitation. Ne laissez pas passer les trains qui démarrent, les trains de la croissance, les trains de l'emploi. Mais vous savez très bien, d'ailleurs c'est un des problèmes des dispositifs qu'il met en place. Par exemple là, le contrat d'engagement pour les jeunes, je ne sais pas si vous avez vu dans les conditions, mais pour bénéficier de l'aide qu'il a annoncée la semaine dernière, il faudra accepter toutes les offres d'emploi qui passent. Attendez, si vous cherchez dans un domaine et qu'on vous propose une offre d'emploi à l'autre bout de la France, je suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Donc il le sait. Vous savez, Emmanuel Macron, il est très intelligent. Il sait toujours ce qu'il fait. Et hier, quand il stigmatise les chômeurs, c'est qu'il veut faire plaisir à son électorat de droite, qui se dit, quand même, nous, on s'en est sortis. Les pauvres, les jeunes, ils ont qu'à se bouger. Et les chômeurs, si vraiment ils avaient envie de retrouver un travail, ils vont en retrouver un. C'est débile comme raisonnement. Yannick Jadot, président. Quelle est l'assurance chômage à la française? Alors d'abord, Yannick Jadot, président, il y a un revenu pour les jeunes, sous conditions de ressources, mais tous les jeunes qui en ont besoin doivent pouvoir vivre décemment. Étudiants ou pas étudiants? Étudiants ou pas étudiants. Et Emmanuel Macron ne pense jamais aux étudiants. Les bourses ne sont pas réévaluées, donc nous, ce sera tous les jeunes, quelle que soit leur situation, les jeunes précaires, donc sous conditions de ressources, doivent pouvoir survivre, préparer leur avenir. Et puis, sur le système d'assurance chômage, ce sera d'abord un système que le gouvernement de Yannick Jadot ne décidera pas tout seul. C'est une vraie concertation, c'est réouvrir. Vous avez vu que là, tous les syndicats des salariés sont opposés à la réforme mise en œuvre par décret par Emmanuel Macron. Nous, ce sera le travail avec l'ensemble des forces vives de la nation, et notamment sur le sujet de l'assurance chômage. Et pour la réforme des retraites, puisque depuis hier soir officiellement, elle est suspendue, si Yannick Jadot est président, qu'est-ce qu'il mettra en place? Il fera l'exact opposé de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc pas de retraite par points? Non, mais lui, il a fait surtout beaucoup d'effets d'annonce et on se retrouve à la fin avec une réforme qui n'a pas eu lieu. Il n'a pas voulu d'un système plus juste et notamment il voulait pas de contributions. Moi, je l'ai proposé à l'Assemblée nationale, des contributions au système de retraite plus importantes pour les ménages les plus aisés, pour les salariés les plus aisés. Ça, c'est des choses qu'il refusait complètement. Il s'est complètement trompé aussi sur la méthode, alors que certains nombre de syndicats et d'autres organisations étaient d'accord pour réfléchir à l'évolution du système. Il a préféré à certains moments, même les mépriser, ce qu'il a fait avec la CFDT ou avec d'autres. Donc nous, ce sera la méthode différente, on fait avec les forces vives de la nation, et on met plus de solidarité dans le nouveau système de retraite. C'est-à-dire des cotisations plus fortes sur les salaires qui permettent de les porter. C'est un des exemples parmi redistribuer. Tout à fait. Mais pas forcément d'âge de départ repoussé, 64, 65 ans. Non. Ça, c'est pas votre plan. Dernier chapitre, l'écologie. Au nom de l'indépendance énergétique de la France, le président veut construire de nouvelles centrales nucléaires et développer les énergies renouvelables. Est-ce que cet équilibre vous convient? Non, et on voit quand même que c'est une sorte de bonimenteur. Parce qu'il nous dit, pour faire face à la hausse du prix des énergies aujourd'hui, je relance le nucléaire. On parle de centrales qui seront en service dans 20 ans. 20 ans, même les documents du gouvernement. Peut-être pas les petites centrales, ce qu'on appelle les SMR, les réacteurs. Ce sera pire pour les petites centrales. Ce sera 25 ans pour les petites centrales. Là aussi, c'est un peu un prestidigitateur. Il arrive à faire croire qu'il y a des petits réacteurs mignons qui s'appellent les SMR et qui sont disponibles. Non, c'est qu'à l'état de la recherche pour nos industriels. Et les petits réacteurs, ce sera en 2025. Donc, il nous dit on va construire des centrales, dans 20 ans, tous vos problèmes seront résolus. Alors que c'est aujourd'hui les problèmes des Français et des Françaises. Quand il y a 4 Français sur 5 qui nous disent « j'ai eu plus de mal que d'habitude l'an dernier à payer ma facture énergétique », eh ben c'est sur la rénovation énergétique qu'il faudrait les aider. C'est ce que propose Yannick Jadot. Et au lieu de ça, Emmanuel Macron arrive à nous faire croire que la solution miracle, c'est le nucléaire. C'est grave, parce que ça va être des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros, mais c'est surtout se tromper complètement. Il faut qu'on aide les Français et les Françaises à réduire leurs factures maintenant. Donc c'est changer de véhicule, changer de mode de transport, rénover énergétiquement les logements, consommer de façon plus durable, c'est maintenant qu'on a besoin d'aider les gens. Et ça coûte combien d'aider les Français à changer logement, voiture? C'est aujourd'hui, vous savez, on est la première journée française de la lutte contre la précarité énergétique. C'est ça qui coûte aujourd'hui. C'est la situation dans laquelle sont les Français avec un ménage sur 5 qui arrive tout simplement même plus à se chauffer. Derrière, c'est l'isolement. C'est l'autre jour, une maman me disait, voilà, ma fille, moi, je n'accepte pas les invitations aux anniversaires
parce que je peux pas rendre parce que moi, chez moi, tous les murs sont moisis à cause de l'humidité. C'est ça qui coûte cher. Mais il faut mettre beaucoup d'argent public pour sortir de ça. Oui. Bien sûr. Au début, mais et après, tant mieux, les gains, ils sont énormes. C'est la qualité de vie des gens, c'est les gains sur la santé, c'est les gains sur la solidarité. Et c'est là où Emmanuel Macron et son gouvernement refusent de mettre le paquet avec Yannick Jadot. Ça va changer et on va faire de la priorité, on va faire de la lutte contre la précarité énergétique une grande priorité du prochain quinquennat. Et est-ce que vous ferez aussi ce qu'on appelle la démobilité, c'est-à-dire inciter les Français à moins bouger, à moins se transporter, à être plus sobres? Oui, mais dans le bon sens. Et ça aussi, on me dit, oh là là, mais non, ça va améliorer la qualité de vie. Quand vous allez rapprocher les services publics des territoires, quand on va avoir tous les services publics, la santé beaucoup plus mieux répartis sur le territoire, eh bien, plutôt que d'aller faire votre rendez-vous de spécialiste des Hauts-d'Anjou vers Angers, 35 bornes, eh bien, on va pouvoir avoir des offres locales et donc moins se déplacer. La démobilité, c'est pas forcément une punition. Une punition, ça peut être bien. D'ailleurs, on le voit bien avec le télétravail, il y a pas mal de gens qui se sont habitués à moins bouger. Dernière question, vous ne pouvez pas ignorer la montée d'un mouvement anti-éolienne dans ce pays, et beaucoup de candidats en profitent. Anti-éolienne terrestre, mais pas seulement. Est-ce que vous, au pouvoir, vous continuerez à construire des éoliennes? Bien sûr, on le fera bien, mais on le fera avec les habitants, avec toute la concertation qu'il faut. Mais vous savez, c'est sûr que la droite et l'extrême droite en font un argument de campagne. Moi, j'étais l'autre jour un candidat du Rassemblement national qui dit je protégerai la France des minarets des mosquées et des pales des éoliennes. Donc on voit le type de combat. Nous, on est sur l'exact opposé. Oui à toutes les énergies renouvelables. Yannick Jadot sera le président des énergies renouvelables, et en particulier à l'éolien terrestre et maritime. Donc ça, c'est clair, c'est de l'emploi. C'est 3 fois moins cher que les nouveaux réacteurs nucléaires, aujourd'hui en coût de kilowattheure. Donc oui, et puis vous savez, les Français, à 79%, ils sont pour les éoliennes. Et encore plus quand ils habitent déjà à côté d'une éolienne. Mathieu Orphelin, merci, bonne journée.